Hey, salut tout le monde. Le live du vendredi avec, avec les filles. Je suis en très bonne compagnie. Il fait super beau aujourd'hui. Donc les filles, elles sont super contentes en fait parce qu'elles peuvent un peu patauger dans la boue. Ça fait toujours plaisir. Donc salut à tout le monde. Donc je continue ce processus un petit peu super mainstream de faire du live sur Instagram. Je vais le répéter, mais Instagram pour moi c'est vraiment la meilleure plateforme aujourd'hui. C'est beaucoup moins chiant que d'autres plateformes comme Facebook par exemple. Donc salut à tous, je prends vos questions en fait en live. C'est un exercice assez sympathique en fait parce que je peux interagir et puis que c'est live, c'est pas répété. Donc il y a une certaine forme de naturel. Et puis on est quand même avec Two Tone et on est avec les filles dans le garage. Donc salut et bienvenue dans le garage. J'espère que tout va bien pour vous. Et on va commencer les questions. Donc si vous avez des questions, c'est parti. Alors, je vais essayer de trouver des bonnes questions. La semaine dernière, c'était sympathique. Je pense qu'on a, on n'a pas, on parle pas souvent en fait de survivre à la normalité. Donc, ça m'a donné l'occasion en fait de parler un petit peu de ça, de parler à survivre, voilà, de parler à survivre à la normalité. Donc content, j'ai vu passer, content de tes luminettes, super content. Les luminettes, en fait, je les utilise maintenant depuis pas mal d'années. On a fait pas mal de stages avec Tony et tout. Et en fait, elles sont super. Elles résistent moins 30. J'en ai une pas loin qui est en train de recharger. Elles sont vraiment super. Si vous cherchez une lampe un petit peu comme ça, perdre de la normalité, un truc qui tient la route, je vous conseille fortement de prendre les luminettes. Les nouvelles luminettes, je les aime pas trop, c'est les carrés. Moi, je préfère les espèces d'oreillers gonflables. Alors, comme d'habitude, on va avoir... merci Antoine. Comme d'habitude, on va avoir beaucoup de questions auxquelles j'ai déjà répondu pour les nouveaux. Donc, si je zappe vos questions, c'est que c'est soit j'ai pas envie de répondre, soit j'ai déjà répondu 35 fois à la question. Je ne prends pas non plus les questions politiques parce que je l'ai déjà pareil, je l'ai déjà dit. Voilà, ma politique c'est ça, moi. Ma politique c'est mes poules, mon jardin, ma serre. D'autres feront la politique qu'ils veulent, mais cette politique-là, la politique de politicien ne m'intéresse pas. Et il y a d'autres gens qui le font mieux que moi. Hein. Je le dis toujours, c'est pas voilà. Il y a des choses que moi je ne fais pas. Par exemple, je vous ai jamais parlé de mécanique parce que je suis une grosse merde en mécanique et que j'aime pas les bagnoles en plus. Enfin, c'est pas que j'aime pas les bagnoles, mais j'en ai rien à foutre quoi. Salut la Touraine. Oui, je connais son travail. Salut Poule. Mon recul sur les filtres Berkey, ça fait 8 ans que je dis que ça fait 8 ans que j'en ai un. C'est génial. Le filtre Berkey, pour moi, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, ce serait ma première intention physique d'autonomie. Ce serait d'acheter un filtre Berkey. Ça serait d'avoir une autonomie comme ça, de m'offrir une autonomie et une certaine indépendance par rapport à l'eau potable, pour une multitude de raisons. Et je sais, il y a d'autres filtres sur le marché, mais qui sont beaucoup moins bien. Si je parle pas d'un outil, ça veut dire que c'est soit il n'a pas passé le test, soit je l'ai pas encore testé. Mais donc, pour moi, chez moi, c'est le Berkey. Alors, lutte incendie, super important. Pareil, ça, c'est les petits trucs de la vie courante. Moi, j'y pense pas parce que ça a complètement intégré ma philosophie de vie. Mais le minimum, c'est d'avoir d'avoir des extincteurs d'incendie. J'ai des extincteurs d'incendie à tous les étages et toute la famille sait comment se servir d'un extincteur d'incendie. Donc c'est vraiment un incendie toutes les 90 secondes en France, je crois. Donc beaucoup plus de chances de vous prendre un incendie qu'un effondrement de l'économie. Salut la Normandie.
Je n'ai pas commencé les plantations dans la serre. On m'a posé la question la semaine dernière. Je commence ce week-end. Donc demain, on attaque la serre. J'ai quelques salades dans la serre là, mais rien d'intéressant. On commence demain. Ma montre. Tout ça, c'est sur ma liste. J'ai fait une liste sur le blog. Ça s'appelle la liste Amazon. Vous pouvez aller voir dessus. Et tout mon équipement qui a donc été testé depuis des années et tout l'équipement que je porte est sur la majeure partie de cet équipement va être sur ma liste Amazon. Donc, allez voir la liste Amazon sur le blog. Polycarbonate ou verre pour la serre. Personnellement, polycarbonate pour là où je suis. Pourquoi ? Parce qu'on prend de la grêle. Là, ça va être la saison de la grêle. On prend de la grêle assez régulièrement. Et donc, le polycarbonate, c'est quand même génial pour ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de risque de casse. Que penses-tu des patrouilles de quartier comme moyen de prévention et défense passive? Alors les patrouilles de quartier, il y a une association en France. Je suis sûr que tout le monde va me le dire. Je sais plus comment ça s'appelle. Neighborhood Watch. On a la même chose. Aux États-Unis, donc ça s'appelle Neighborhood Watch. Je pense que c'est une dynamique assez intéressante. Déjà, c'est une dynamique sociale, c'est-à-dire que ça nous permet quand même de rencontrer nos voisins, de leur parler, de leur dire bonjour, ce qui devient de plus en plus rare dans nos sociétés merdiques. Donc, je pense que rien que pour ça, déjà, c'est un plus. Et après, effectivement, on peut faire du voisinage comme ça et en même temps garder voisins vigilants. Merci Ulrich. Donc les voisins vigilants, je pense que c'est un concept assez intéressant. Peut-être que ça marchera pas dans tous les quartiers parce que peut-être dans votre quartier il y a que des cons. Peut-être que le gendarme qui va bosser avec vous, parce que je crois que il faut bosser avec un gendarme. Peut-être que le gendarme qui va bosser avec vous, ça va être un connard. J'en sais rien. Mais ça peut aussi super bien se passer. Et ça peut être très intéressant. Donc encore une fois, ça va dépendre un petit peu de où et de qui vous êtes. Mais je suis pas contre. Ton avis sur les toilettes sèches, très bien, rien à dire. Je vais mettre le live sur YouTube normalement, oui, si j'y arrive encore. Je me suis épaté moi-même. Meilleur fusil d'assaut pour la survie selon toi. Donc on revient à cette question de pour la survie, pour le survivalisme. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ça dépend de qui on est, d'où on est et de ce qu'on fait. Si par exemple je suis en Afrique, dans un pays ultra merdique et que je dois choisir un fusil d'assaut, je vais probablement prendre le goût local, c'est-à-dire un AK-47. Si par contre je suis dans un pays comme les États-Unis, je vais probablement prendre la couleur et le goût local, c'est-à-dire un AR-15. Donc ça va encore une fois dépendre un petit peu de qui vous êtes, d'où vous êtes et de ce que vous faites. Pareil, si je suis un civil tout seul en France par exemple, je vais peut-être adopter une plateforme différente que si j'étais force spéciale qui se barre en Bosnie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La règle pour moi en général, la règle de base, ça va être que généralement je vais essayer d'avoir des calibres répandus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Surtout quand on parle de fusil d'assaut, ça veut dire qu'on va être sur des calibres qui vont généralement être adoptés par la police et les militaires. Donc si vous êtes en France, c'est le 5.56. Déjà, ça vous donne une idée. Si on est aux États-Unis, ça va être le 5.56 et ainsi de suite. Si on est dans un pays de l'Est ou en Afrique, ça va probablement être le 7.62 par 39. Donc déjà, on peut commencer par le choix du calibre. C'est peut-être la meilleure question en fait. Quoi d'autre? Quelles plantes potagères te semblent les plus résilientes? Les navets, c'est génial, les gars. Les navets, putain, ça pousse comme de, je sais pas quoi, du chien-lit, c'est comme ça qu'on dit en français. Ça pousse super bien. J'essaye toujours de trouver des rapports énergie et harvest. Je sais pas comment dire en français. Des rapports énergie et harvest qui sont les plus intéressants possibles. Maintenant, pareil, les plus résilientes, le terme de résilience va un petit peu dépendre de là où vous êtes, de votre climat. Pour moi, il va y avoir des plantes qui vont être résilientes et intéressantes à mon altitude et à mon climat, mais si on prend Nice, ça va tout de suite être plus la même.
Donc à voir tout ça, mais je dirais que si on regarde le monde est nourri avec quoi? Le monde est nourri avec du riz, avec du maïs et avec du blé. Donc déjà on peut s'orienter un petit peu vers ces trucs-là. Et si on peut pas faire pousser ces trucs-là, après effectivement il y a des légumes qui peuvent être extrêmement intéressants, comme par exemple les navets. Les navets c'est génial et c'est super bon. Nous on fait un pot-au-feu toutes les semaines et donc ces navets à fond la caisse. Ok, je vais répondre. C'est pas moi qui l'ai fait en plus, c'est l'abbé. Salut l'abbé. C'est l'abbé qui a fait l'article sur le blog. Bonjour, que penses-tu des pistolets Derringer à poudre noire pour de la défense perso? Alors il y a deux camps qui sont très distincts, c'est les pour et les contre. Et moi je fais partie du clan qui dit que c'est mieux peut-être qu'une cuillère à soupe, mais non, pour de la défense perso, il y a des Glock. C'est 2018 les gars. Mais je vais pas m'emporter. Surtout pour de la défense perso. Putain, tu vas pas. Je mettrai pas la vie de ma femme et mes gosses sur un truc à poudre noire qui dort là sur ma table de nuit depuis 3 ans. Bref. Allez voir l'article. Va voir l'article. Il y a un super article écrit par l'abbé sur les systèmes à poudre noire qui est intéressant. En France. Alors j'aimerais bien m'installer aux US. Voilà, quel conseil donnerais-tu? Pareil, j'ai déjà répondu sur un live. Je ne suis pas avocat. Contactez votre avocat d'immigration. Contactez l'ambassade américaine ou l'ambassade française. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Récolte, merci Flopas. Donc toujours avoir un petit peu garder à l'esprit cette idée d'économie d'eau, d'économie énergétique et tout le bordel. Hein, ça fait partie de la philosophie de tout ce qui touche à la permaculture. Mais donc quelle intensité d'énergie vous allez donner à vos plantes dans votre jardin et quelle récolte vous allez pouvoir vous en tirer. Chien dent, voilà, merci. Salut la Belgique. Quelle catégorie pour les casques balistiques? 3A. Il n'y a pas de... Voilà. Salut Tokyo. J'aime beaucoup la culture japonaise. J'ai vachement étudié la culture des Indiens d'Amérique. J'étais un grand fan. Mais après ça, putain, la culture japonaise, ça me plaît bien quand même. Élevage de lapins en vue? Non. Moi j'ai choisi les poules. Je vous conseille de choisir deux trucs qui sont vraiment à vous. C'est difficile de battre les poules, tout simplement parce que leur rapport en protéines avec les œufs tous les jours est difficile à battre. Les lapins ne nous donnent rien au jour le jour, ils consomment au jour le jour et après effectivement nous pouvons consommer les lapins, mais au jour le jour, une poule, ça nous donne des œufs. Au jour le jour, une poule, ça transforme les déchets de votre base autonome durable, de votre ferme résiliente en engrais et tout ça pour le jardin. Donc une poule, c'est un système organique qui fait complètement partie de cette dynamique d'indépendance et d'autonomie. C'est pour ça qu'on retrouve les poules un petit peu partout, encore que les poules avant le 19e, 18e siècle restaient des trucs de riches. Je crois que d'ailleurs que Louis XIV ou Louis XVI, je ne sais plus, à l'époque, ils appelaient les œufs de poule, ils appelaient ça du caviar de jardin ou je sais pas, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que les poules, l'hiver, ça mange du grain et que le grain, à l'époque, c'était quelque chose de très précieux et qui coûtait très très cher. Le grain coûtait très très cher parce qu'il était très cher à faire pousser, parce qu'il demandait une main-d'œuvre énorme. C'était tout un village qui devait faire les foins et tout le bordel. Et donc, en fait, une poule au 16e, 17e, 18e siècle, ça consommait beaucoup trop pour les pauvres et les paysans. Et donc, les pauvres et les paysans n'avaient pas de poules, ils avaient des cochons. Et donc la poule, c'est un petit peu, voilà, aujourd'hui ça va mieux parce qu'on a des outils et tout ça, mais c'est vrai que la poule par rapport au gain d'énergie, c'est difficile à battre sur la base autonome durable.
Mais donc tout ça pour dire non, moi je fais pas les lapins. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Choisissez deux trucs. Donc nous on a choisi les poules et les abeilles. Peut-être que vous ce sera, j'en sais rien moi, les escargots et les lapins. Chacun son truc. Mais pour moi je continue de penser que la poule c'est génial. La date de sortie de nos prochains livres. On n'a pas de date, donc on écrit un livre avec Tony. Salut Tony. Et on n'a pas de date parce que, encore une fois, on essaie de le faire le mieux possible, on essaie de travailler le mieux possible, et donc on ne veut pas annoncer de date de sortie, on ne veut pas se mettre la pression comme ça, on essaie de le faire le mieux possible et non pas le plus rapidement possible. Salut le Jura. Utilises-tu toujours Phoenix? Non. Phoenix, c'était très bien à l'époque où j'ai fait les vidéos. C'est un petit peu le côté chiant d'Internet. C'est-à-dire que les gens regardent mes vidéos d'il y a 5 ans ou 6 ans ou 7 ans et en fait tout évolue. Donc je pourrais éliminer ces vidéos, mais il y a toujours des petits trucs ici et là qui sont intéressants. Mais je ne suis plus sur Phoenix. Ma Phoenix qui marche toujours. Elle est dans la boîte à gants de ma voiture. Maintenant, je suis sur Streamlight. Streamlight, j'adore beaucoup. Ça veut... Ok, bon, il me l'a posé la question 50 fois. Que penses-tu de l'expatriation dans l'outre-mer pour l'indépendance? J'en pense que dalle. J'en pense que dalle. Ça veut dire quoi l'outre-mer? Ça veut dire quoi indépendance? T'es qui? Tu fais quoi? T'as quel boulot? T'as combien de gosses? T'en es où dans ton boulot? T'en es où dans ta famille? T'as quel âge? C'est des questions comme ça que je reçois assez souvent qui sont tellement personnelles. À moins, si vous voulez me filer 200 balles de l'heure, moi il n'y a aucun problème. Je vous fais un truc sur mesure, mais là je peux pas faire ça quoi. Fais-tu du ski de rando, oui, je fais un tout petit peu de ski. Je fais du ski de fond. On aime bien le ski de fond et j'ai des luges là-bas et tout, enfin des traîneaux pour tirer. Quand on est dans un climat comme le mien où on a énormément de neige et un hiver assez important et qu'on est dans une dynamique de préparation, de résilience et d'autonomie, un des moyens de locomotion inévitable, s'il y a une couille, ça va être les skis. Donc ski de fond, c'est le plus pratique, le plus résilient, le plus survivaliste. Donc ski de fond avec un traîneau derrière qu'on puisse tirer, c'est une de nos méthodes d'évacuation. Pourrais-tu développer le sujet de l'adoption des couteaux automatiques Microtech par les SEAL? Pourquoi intérêt? Je ne vais pas le développer. Je ne vais pas le développer parce que je le développerai plus tard. Est-ce que tu chasses de ta fenêtre vu le gibier dans le quartier? Non, mon voisin, oui. Mon voisin, il chasse dans son jardin avec soit l'arc, soit la 22. Salut les Pyrénées-Atlantiques. C'est une question intéressante mais trop lourde. Oui, j'utilise. Alors, utilises-tu toujours les couteaux Mora? Ton avis n'a pas changé? Non, mon avis n'a pas changé. Le rapport qualité-prix est imbattable. J'ai des Mora un petit peu partout. Rapport qualité-prix imbattable. J'ai jamais cassé un Mora. Je sais qu'on peut casser un Mora, mais bon, on peut casser tout. Hein. Je peux casser un Kebar, je peux casser tout. Et donc oui, non, mon avis n'a pas changé. Dans quelle mesure, c'est une question intéressante, dans quelle mesure es-tu prêt à payer plus cher pour de la qualité sans surpayer le produit? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les Français sont les seuls au monde à avoir un réel problème de fond avec l'argent. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre éducation. On est prédestiné à haïr les gens qui font de l'argent. On est prédestiné à haïr les chefs, les patrons, les riches et tout le bordel. Donc je sais pas, voilà, il y a dû avoir un truc dans notre histoire. C'est encodé dans notre DNA. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, ça veut dire quoi surpayer?
Je parlais avec Tony il n'y a pas longtemps sur Skype et Tony allait faire un cours, en fait, un stage de survie avec Eric Affray. Salut Rico. Eric Affray, 20 ans, les forces spéciales. Le mec, il a écrit des manuels, les tailles et tout le bordel. C'est une tronche de la guerre. C'est un manuel de la guerre sur pattes. Et donc, Tony, pareil, a un bagage plus que suffisant. Et c'est toujours pareil, il y a des gens qui les contactent, on aimerait bien faire un stage de survie, les mecs, Tony et Rico leur disent, bah voilà, 200 balles pour 2 jours, sur 2 jours. Et les mecs, en fait, ils ont dit, oh, c'est trop cher. Ok, 20 ans dans les forces spéciales, 100 balles par jour, les mecs ils sont deux, je sais plus ce que ça veut dire trop cher pour les Français. Est-ce qu'un Mora à 40 balles c'est trop cher pour les Français? Absolument. Est-ce qu'un couteau à 200 balles c'est trop cher pour les Français? Absolument. Donc je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire pour vous. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est je sais moi ce qui marche pour moi et je sais ce qui est bien et je sais là et quand il faut investir dans du matériel qui tient la route parce que ça va vous sauver la vie, parce que ça peut vous sauver la vie un jour. Donc effectivement, voilà, il faut pour moi tout ce qui est système vital ou qui peut me sauver la vie un jour, ou alors que j'utilise, tu vois là cette Makita, cette chop saw, je l'ai achetée quand je suis arrivé aux États-Unis en 1994 et elle tient toujours. Et c'est avec ça que je bosse. Donc acheter chinois, acheter 2 fois. Si vous voulez acheter des produits de merde parce que votre budget n'est pas là et ainsi de suite, il n'y a aucun problème. Mais sachez reconnaître que c'est un produit qui n'est pas peut-être au top et le plus rapidement possible, vous pouvez peut-être mettre de l'argent de côté et acheter un bon produit. L'autre truc qui se passe aussi, c'est que je remarque que beaucoup de jeunes me contactent. Ouais, putain, ça c'est trop cher, ça c'est trop cher, ça c'est trop cher. Tout le monde a un téléphone à 500 balles dans les mains, tout le monde achète des jeux vidéo à 80 balles pièce, mais personne a 40 balles ou 50 balles pour mettre dans un couteau qui tient la route. Donc je ne sais plus quoi dire. Penses-tu qu'il est possible d'être autonome en électricité? Bonne question. Oui, encore une fois, ça dépend de qui on est, d'où on est et de ce qu'on fait. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu vis dans un climat où tu as 60 jours de soleil par an ou est-ce que tu vis dans un climat où tu as 320 jours de soleil par an? Est-ce que tes besoins en électricité sont d'ordre gargantuesque ou est-ce que tu as des besoins en électricité où c'est juste pour alimenter un petit frigo de 12 volts? Être autonome en électricité, il y a des millions de gens au monde qui sont autonomes en électricité. C'est pas le problème. Le problème, c'est les besoins. C'est ce que je disais déjà sur un autre live. La clé un petit peu de toute cette histoire d'indépendance et d'autonomie, c'est notre relation aux besoins. Donc le but du jeu, c'est pas forcément d'acheter des choses pour devenir indépendant. Le but du jeu, c'est de réaliser, de conscientiser nos besoins et de les réduire, si possible. Donc au lieu d'avoir un frigo qui consomme 1400 watts par heure, on essaie d'avoir un frigo qui va consommer 140 watts par heure. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que oui, il est possible d'être autonome en électricité, mais pas pour tout le monde. C'est un petit peu comme les blagues. Alors, bonne question, on me la pose assez souvent. Il fait très froid où tu habites. Est-ce que tu penses que pour le survivalisme en général, encore une fois, le survivalisme, ça ne veut rien dire, un climat plus doux ne serait pas meilleur? Si oui, quel pays en exemple? Alors, chaque climat a ses avantages et ses inconvénients. On a des gens, notre espèce a vécu dans des climats froids depuis des millénaires. Le froid n'est pas un gros problème, on peut s'adapter au froid et on peut s'adapter à des solutions et mettre en place des solutions et des stratégies d'indépendance et d'autonomie dans les climats froids sans aucun problème. C'est peut-être en fait plus difficile dans les climats chauds comme par exemple le désert. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent dans le désert. Par contre, des gens qui vivent à la montagne, on en a quand même pas mal. Bref. Donc
Les avantages et les inconvénients sont toujours distincts par rapport au climat et aux environnements. Moi, j'aime bien les climats froids. C'est quelque chose. Je me sens plus confortable dans les climats froids. J'aime pas avoir chaud. J'aime pas transpirer. J'ai vécu 16 ans à Los Angeles. Il fait 35 degrés le jour de Noël. C'est horrible. C'était la torture pour moi. Mais effectivement, il y a des avantages. On peut faire pousser des navets, toute l'année et tout. C'est cool. Mais on a aussi des avantages en milieu, en montagne, comme ça, en milieu froid. C'est-à-dire que généralement, on nous laisse quand même beaucoup plus tranquille. Voilà. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Pour la défense personnelle, que penses-tu du calibre 40 Smith & Wesson? Alors le calibre 40 Smith & Wesson, ça a fait fureur même aux États-Unis là, il y a 10 ans. Et puis là, tout le monde a abandonné. Donc est-ce que c'est bien pour la défense personnelle? C'est mieux qu'une cuillère à soupe, ça va faire mal, ça va marcher. Est-ce que ce serait mon premier choix? Non, absolument pas. Je resterai sur du 9 mm ou du 357 Magnum. Voilà. Putain. Attends, je vais passer là. Oh, j'ai raté vachement de questions. Bon, salut à tout le monde. Hein. Alors, merci. Salut la Bretagne. Quelle est l'orientation de ta serre? Une importance, une très grande importance. Ma serre est orientée plein sud. Toutes les serres devraient être orientées plein sud. C'est le plus important. Les silencieux sont autorisés aux USA. Oui. Ah oui, alors rue Barbare est presque introuvable ou alors hors de prix. J'aimerais une réédition aussi. Alors oui, rue Barbare, on est en rupture de stock. Désolé. Donc ça nous prend à chaque fois quelques semaines pour réimprimer rue Barbare et le remettre sur Amazon et tout le bordel. Donc soyez un petit peu patient, ne l'achetez pas à 250 € sur Amazon. Il y a 2-3 malins sur Amazon qui essayent de se faire un petit peu de pognon. Attendez un petit peu, soyez patient, il va revenir là normalement la semaine prochaine. Le boîtier dans ta serre, est-ce de la domotique? Non. Électricité en 12 volts, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les gens veulent de la qualité et pas cher, le beurre et l'argent du beurre. Comme dit Tony, pour les Français, gratuit c'est déjà trop cher. Que penses-tu de la marque de couteaux Extrema Ratio? Je n'en pense rien parce que je n'en ai pas. Je les ai jamais testés. C'est pas mon truc. C'est pas vraiment mon truc. Moi, je suis plus dans l'utilitaire. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, je suis pas trop dans le militarisé tactical avec des angles un petit peu partout. Ça veut pas dire que c'est des mauvais couteaux. Hein. Ça veut dire que c'est juste pas mon truc. Moi, j'aime bien l'utilitaire à fond la caisse. Donc, je n'ai rien à dire sur les couteaux Ultima Ratio parce que je les ai jamais essayés. Putain, là, c'est une grosse question. En fait, les gens gagnent 1200, 1300 €, du coup on fait gaffe. Ouais, non mais moi aussi, un jour j'ai gagné 1200, 1300 €, même pas. J'ai bossé pendant 6 ans à Los Angeles, je me faisais 300 $ par semaine. 3 x 4, 12, donc 1200 $ par mois. J'ai vécu pendant 6 ans comme ça et j'ai fait toutes mes préparations, toute mon indépendance, toute mon autonomie urbaine sur ce salaire-là. Donc je suis pas un petit gosse de riche. Moi aussi j'ai été pauvre. J'ai bouffé des pâtes pendant des mois et des mois et des mois. Donc je sais ce que c'est d'avoir un budget. Ça aussi c'est la grosse problématique et la grosse erreur, c'est que les gens voient mes préparations aujourd'hui et se disent ouais putain moi je pourrais jamais faire ça, mais c'est pas comme si j'ai tout acheté hier. J'ai 45 balais et je fais ça depuis des années et des années et des années. Donc ça prend du temps aussi, c'est juste qu'il faut conserver à l'esprit que effectivement la qualité se paye, la qualité a un prix et que malheureusement c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui sont pas chers et qui sont géniaux? Oui, comme les Mora par exemple. C'est pour ça que j'ai fait un article sur les Mora. Si vous avez un tout petit budget, mais que vous voulez quand même quelque chose qui tienne la route, achetez un Mora à 12 balles. Ça va faire le travail. Trop l'habitude des aides sociales. Je sais pas si c'est les aides sociales. Il se passe quelque chose, quoi. Et je suis pas le seul à le dire.
quelle sera ta prochaine formation? C'est une bonne question. J'aimerais continuer un petit peu avec Julien. Donc bon, il est super occupé parce qu'il est retourné à l'école, ce con. Mais voilà, j'aimerais continuer un petit peu sur la médecine. J'ai fait là, je viens de refaire un cours sur les abeilles. Je vais refaire une formation sur la permaculture. On a une fille qui fait de la permaculture en ville qui est vraiment douée. Donc je vais refaire une formation sur la permaculture. Mais si je pouvais choisir, moi j'aurais Julien, tu vois, dans mon garage 2 jours par semaine, facile pour vraiment. Voilà. C'est l'héritage de la Révolution française. Quelle est la race de tes poux? J'ai déjà répondu une multitude de fois. Quels sont tes objectifs pour l'avenir? Mes objectifs, en fait, sont les mêmes que depuis le début du blog et depuis le début de cette chaîne YouTube. Mes objectifs, c'est d'être toujours plus indépendant. Alors, c'est hyper vaste et large comme réponse, et peut-être un petit peu flou pour certains d'entre vous, mais ça a toujours été un petit peu mon moteur à explosion, ma locomotive, c'est de devenir un petit peu plus indépendant. Et encore une fois, les gens, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, indépendant, autonome, voilà, c'est l'idéal et machin et tout. Encore une fois, on ne peut pas être à 100% autonome et indépendant. On peut être indépendant à 100% et autonome à 100% sur des sujets vraiment très spécifiques. Mais encore une fois, je ne sais pas fabriquer mes propres chaussures, je ne sais pas fabriquer mes propres lunettes, je suis pas dentiste, je ne suis pas mécanicien. On peut pas tout faire dans la vie, ok? Donc il faut choisir un petit peu, se mettre un petit peu personnaliser son indépendance. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de formater l'indépendance et de faire ça un espèce de manuel en 36 mouvements pour devenir indépendant. Ça marche pas comme ça. Il faut personnaliser. Si vous le faites comme ça, vous allez vous planter. Si vous le faites comme ça, dans 5 ans, vous allez arrêter parce que vous en allez avoir marre et ainsi de suite. Et puis il y aura toujours pas eu d'effondrement économique. Mais donc, faut personnaliser. Pour nous, ce qui a été le plus important, c'est vraiment c'est la nourriture. C'est ce qui a vraiment ancré notre intention d'indépendance. Et donc, on s'est vraiment penché sur la problématique de la nourriture. Comment devenir le plus autonome possible, le plus indépendant possible, le plus cohérent possible avec notre environnement et notre nourriture. Et donc, on s'est penché là-dessus et c'est un petit peu ça qui a dirigé notre truc. Peut-être que pour vous, ça va être différent. Peut-être que votre délire à vous, c'est le bateau à voile. Et donc, vous allez organiser la totalité de votre infrastructure et de votre dynamique résiliente, indépendante et autonome autour du bateau à voile. J'en sais rien. Mais il n'y a pas de formule comme ça, tu vois, pré-mâchée qui marche pour tout le monde. Je comprends pas la question. J'ai répondu la semaine dernière. Que penses-tu des véhicules hybrides électriques? Je pense que c'est de la merde. Pendant un moment, j'ai eu une Ford Escape hybride. Tu pouvais même pas tourner le chauffage, parce que quand tu mettais le chauffage, c'était pas hybride, ça marchait à l'essence. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement de ces technologies, mais je pense que en fait on regarde la problématique du mauvais angle, c'est-à-dire que les gens se disent tiens, je vais acheter une voiture hybride ou électrique et je vais sauver la planète. Alors déjà, si le but était de sauver la planète, autant se flinguer, quoi. Ça ira plus vite et puis là vous sauverez vraiment la planète. Mais acheter une voiture même électrique, on va dire électrique, acheter une voiture électrique ne va pas sauver la planète. Pourquoi? Parce que le gros problème, ça reste le pétrole. Si on prend une voiture électrique typique, la peinture est faite en pétrole, toute l'armature est faite maintenant en produits pétroliers, hein, c'est du plastique et tout le bordel. Les pneus, je crois, c'est des trucs hallucinants, c'est 20 gallons de pétrole par pneu, enfin je veux dire, c'est hallucinant. Les batteries sont pas recyclables, c'est de la merde. Les sièges sont tout faits, c'est des produits au pétrole. L'intérieur, c'est que des produits pétroliers. Bref,
c'est une fausse idée de sauvage de planète. Moi personnellement, j'ai pris la décision de ne pas faire ce que je fais pour sauver la planète. Parce que je pense que c'est un mauvais angle et ça brouille les pistes en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'aime être le plus cohérent possible, le plus écologique possible et ainsi de suite, mais à mon échelle. Et donc, par exemple, moi, je connais quelqu'un qui nous emmerdait parce qu'on avait une voiture et qui nous disait ouais, mais moi, j'ai pas de voiture, je fais du vélo, donc je vais sauver la planète. Sauf que cette connasse, à chaque fois qu'elle allait skier, elle faisait de l'autostop. À chaque fois qu'elle partait trois fois à l'étranger, donc elle prenait l'avion 6 fois par an. Bref. Nous, on ne prend pas l'avion, on n'avait qu'une seule voiture en plus à l'époque, et donc c'est assez facile de pointer le doigt et toujours de se moquer des autres et de dire ouais, c'est à cause de vous que la planète est merdique, alors que les gens prennent l'avion 6 fois par an. Bref. Tout ça pour dire que, en fait, on est merdique, l'être humain est merdique, j'avais fait un article par rapport à ça, et quoi qu'on fasse, c'est merdique. Donc, même si on part de ce sentiment qui est peut-être un bon sentiment de vouloir réduire notre impact écologique, ça c'est génial, mais c'est pas pour ça que je le fais. Ce que je fais, par défaut, réduit mon impact écologique sur la planète, mais je ne suis pas là pour sauver la planète. Encore une fois, si vous êtes là pour sauver la planète, mettez-vous une balle. Quoi d'autre ? Alors, combien de temps peut-on garder des médicaments après leur date de péremption ? J'ai fait une vidéo sur le sujet sur YouTube qui basiquement... alors, on a deux catégories de médicaments. On a les médicaments sous forme de pilules et on a les médicaments sous forme de liquide. Les médicaments sous forme de liquide, donc les sirops, les gélules et tout le bordel, c'est à peu près 2 ans. Ça se garde pas vraiment bien. Par contre, tout ce qui est pilule, donc tout ce qui est un petit peu poudre comme ça, machin, les pilules, quoi, ça se garde à vie. Ça se garde à vie il y a eu énormément de recherches par rapport à ça, notamment les Américains ont découvert un bunker, je sais pas où, il y a pas très longtemps, il y avait une pharmacie à l'intérieur du bunker. Le bunker était fermé pendant 40 ans, je crois, un truc comme ça, et donc il y avait une pharmacie, il y avait tous les médicaments dans la pharmacie, ils ont tout retesté pour voir un petit peu le potentiel de ces médicaments, s'ils étaient toujours bien, si on allait crever si on bouffait un truc, un Doliprane, et en fait ils se sont aperçus qu'au pire du pire, après 40 ans enfermés dans une salle, au pire du pire, il y avait un médicament qui n'était plus 100% fiable mais 98% fiable. Donc encore une fois, deux catégories, tout ce qui est liquide et gélules, 2 ans. Le reste, vous pouvez garder à vie. Au pire du pire, ils seront moins puissants. Il y a une petite exception avec quelques antibiotiques. Encore une fois, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine. C'est moi ce que j'ai glané, parce que j'ai fait énormément de recherches pour faire cette vidéo. Et puis j'ai fait aussi énormément de recherches pour moi, pour savoir quels médicaments acheter et combien de temps je peux les garder. Il y a 1 ou 2 exceptions avec certains antibiotiques qui peuvent être effectivement à contre-indication si on attend trop longtemps, mais ça touche une personne sur 1 million. Le truc, vraiment pas de chance. Mais donc, pour répondre le plus simplement possible, les dates de péremption sur les médicaments, c'est tout simplement pour que les compagnies pharmaceutiques se fassent plus de blé. Comme ça, tous les 2 ans, vous rachetez votre putain de boîte de putain de Doliprane. Okay ? Quoi d'autre ? Non, ça marche pas moins bien quand même. Je te dis, c'est sur 40 ans, il y a eu un seul truc à 98%. Donc 98% au lieu de 100%, et puis sur le médicament. Hein. Tout le reste, les antibiotiques, les Doliprane, l'acétaminophène, l'abuprofène, tout le bordel, c'était 100% après 40 ans. 40 ans. Bon, 40 ans, je suis plus là, donc. Alors. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Salut Vince 9 para. Oh putain. J'ai répondu un petit peu par rapport à toute cette sphère de la médecine parallèle la semaine dernière. Donc je vais pas le refaire. Putain.
Bah alors les gars, j'ai raté des questions là. Attends, je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, Alors, question posée plus sérieusement. Tu sembles penser qu'il n'y aura pas d'effondrement. Vous en avez discuté. J'en ai discuté avec qui? Oui, on en a. Ah oui, 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 on en a discuté la semaine dernière. Tu veux dire sur le live? T'as pas regardé le live la semaine dernière? On en parlait de ça. Effectivement, moi, ça fait 45 ans que je suis sur cette planète et il n'y a toujours pas d'effondrement. Donc, est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas arriver? Non. Mais on est toujours sur des principes ici de possibilité et aussi de probabilité. Donc, oui, je fais du foraging. J'en reparlerai si j'oublie pas la question. Donc, est-ce que c'est possible que tout s'effondre demain? Absolument, absolument, j'en suis absolument convaincu que ce soit une catastrophe nucléaire, putain, un Fukushima ou un Tchernobyl en France, c'est la fin de la France, les gars. Est-ce qu'on peut avoir un truc solaire, machin, IMP, toute l'électricité qui tombe? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut se prendre un astéroïde? Oui, c'est possible. Est-ce que l'économie peut s'effondrer et puis que tout part en couille? Oui, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Mais quels sont les taux de probabilité? C'est ça, nous, qui devrait nous intéresser. Donc les taux de probabilité pour moi, si tu veux, c'est que j'ai plus de chances de perdre mon boulot, j'ai plus de chances de me retrouver dans un accident de la route, j'ai plus de chances de me choper un cancer ou j'ai plus de chances de me faire cambrioler que de subir effectivement un effondrement putain immédiat, dramatique, horrible de la normalité où ça devient Mad Max du jour au lendemain. C'est tout ce que j'ai dit. Aussi, je sais que nous sommes une espèce assez anxiogène, surtout depuis qu'on vit plus un petit peu dans les bois, qu'on a des couilles, du poil au menton et qu'on peut un petit peu se taper sur la gueule entre mecs. Depuis qu'on peut plus faire ça tranquillement, depuis qu'on n'a plus l'armée, depuis que voilà, hein, on a une énergie d'homme qui est un petit peu emprisonnée en nous comme ça et putain faut que ça sorte à un moment ou à un autre. Donc si on prend pas la solution des calmants et des anxiogènes et je sais pas quoi, anti-anxiogènes et je sais pas quoi, on se retrouve un petit peu soit à faire des stages de survie, soit à se dire que tout va péter demain. Et donc c'est facile pour nous dans nos cerveaux dans nos cerveaux de bêtes sauvages complètement emprisonnés dans cette société moderne, de se dire putain ce serait peut-être bien si on ouvrait la porte de la cage étant la société moderne, et si on allait courir encore une fois dans les bois les couilles à l'air. Donc les gens, surtout les jeunes avant 33 ans, on pourrait reparler de la dynamique christique, mais donc surtout les jeunes avant 33 ans, avant la trentaine, sont dans une optique putain on va se ouvrir la cage et courir les couilles à l'air et se taper sur la gueule, hein, les gars, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Si ça merdouille, on va vite revenir au matraquage de gueule. Donc tout ça pour dire que je ne pense pas. Moi je ne pense pas. Je pense qu'on a des filets en place, des filets physiologiques, biologiques, psychochimiques. C'est pour ça qu'on se bute pas tous les uns les autres. Il y a quelques exceptions ici et là, mais sincèrement, comme on le voit par exemple, j'en sais rien, moi en France ou aux États-Unis, les pays soi-disant développés, soi-disant civilisés, on voit que les fous qui sortent et qui tuent en masse, il y en a pas beaucoup en fait, sur les millions et les millions de gens qui s'arrêtent au feu rouge tous les jours, constamment, qui sont bien élevés, qui disent bonjour madame, qui se lèvent dans le métro, et tout le bordel, ok. Donc on a des problèmes, mais sur 350 millions d'Américains, il y en a que 3 ou 4 par an qui pètent les plombs. C'est pas beaucoup quand même pour des entreprises. Des entreprises comme ça énormes, des empires qui nous oppressent et qui nous enferment dans des cages, nous les hommes. Donc voilà. Donc je dis que pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 2025, je ne vois pas de problème. Après 2025, c'est difficile à dire parce que effectivement, on arrive sur des confluents un petit peu douteux avec, par exemple, l'eau potable, avec le pétrole toujours. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un effondrement demain matin? Oui. Est-ce que c'est probable? Probablement pas. Donc voilà. J'espère que ça répond à la question. Bitcoin.
Bitcoin, putain, moi, Bitcoin, bon, j'ai raté le bateau, un petit peu comme vous, j'imagine, parce que sinon vous seriez pas là. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, rien que le concept, je trouve intéressant, tout simplement parce que on est ici sur une dynamique parallèle un petit peu au paradigme ambiant, au paradigme économique qu'on a connu depuis maintenant des décennies. Donc voilà, je trouve ça un petit peu couillu, je trouve ça un petit peu révolutionnaire, je trouve ça un petit peu couille à poil dans les bois. Voilà, donc j'aime bien, mais j'ai pas investi. Hein, c'est trop le bordel et j'y connais rien. Ah non, 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 comment se procurer des antibiotiques sans ordonnance? Je le dis à chaque vidéo. C'est sur les blogs, c'est surtout, réfléchissez 30 secondes, je peux pas le redire, c'est pas possible. Démerdez-vous, voilà. Faites-vous des copains de médecins, voilà. Et il y en a plein sur le blog. S'en branle. De rien, Dead Squirrel. Je préfère ta vision pragmatique que le côté Walking Dead de certains. Merci pour la réponse. De rien, c'est juste, c'est la réalité, tu vois. On a plus de chances, il y a plus de probabilités que toi et moi on se retrouve sans boulot demain matin, plutôt que ce soit Mad Max, que ce soit l'enfer, l'effondrement total. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. On a l'exemple de la Yougoslavie, tu vois. T'imagines toi habiter à Sarajevo, un jour c'est les Jeux Olympiques et puis un jour c'est la Kalash dans les escaliers. Bon, ça arrive, mais c'est pas resté comme ça, tu vois, et ça n'a pas été la fin du monde. On est revenu à quelque chose de plus civilisé. Cherchez copain médecin. Mais ouais, mais faites-le sur Facebook, les gars. On a aussi les RSF, tout ça, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour vous rencontrer. Moi, il y a plein de médecins sur le blog, il y a plein de médecins sur Facebook. Démerdez-vous entre vous. Quoi d'autre? Le Bitcoin est énormément volatile, vrai, c'est pour ça que je n'ai rien fait. Toujours content des MRL, oui. Putain, la loose, c'est toujours les mêmes questions. Allez sur le blog, bordel. Bon, ça, on peut pas éviter. Et c'est bien en même temps. Il y a des gens qui sont nouveaux, qui arrivent, tu vois. Mais c'est vrai que c'est sympa si vous lisez le blog avant. Salut Jean. C'est justement parce que les médias ont cette vision du survivaliste qui se prépare en mode Mad Max que le survivalisme est un peu mal vu en France. Ouais, c'est pareil ici. Hein. C'est comme ça, quoi. On a du mal à passer cette vitesse, comme je le disais la semaine dernière. On est un peu 10-15 ans en retard, où on a du mal un petit peu à passer cette vitesse, où on change un petit peu de scénario, quoi. C'est vraiment galère. Quel avis sur le stockage de carburant? Pareil, j'ai fait un article ou une vidéo, je sais plus. Là, on voit mes systèmes. Ils sont pas super au point, mais j'avais fait un article il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça, sur la rotation de l'essence et tout le bordel. Ouais, c'est super important, super important. La première réserve d'essence doit être la voiture. La première astuce, c'est de jamais descendre en dessous de la moitié de notre réservoir d'essence. Comme ça, au moins, s'il y a une couille, un problème qu'on doit dégager, tu vois, une inondation, machin, je sais pas quoi, c'est toujours bien d'avoir au minimum un demi-plein d'essence. Sans avoir de catastrophe, une autre astuce, et c'est moi comme ça que j'ai commencé en fait le demi-plein dans la voiture 24 heures sur 24, c'est que mon épouse à l'époque, quand on habitait à Los Angeles, elle devait parfois bosser très tard le soir. Et donc elle rentrait à 1h, 2h du matin. Et en fait, j'avais toujours un demi. On n'allait jamais en dessous d'un demi-tank, un demi-réservoir d'essence. Comme ça, elle n'avait pas besoin de s'arrêter à une station essence à 1h du matin. Ok, avec les gros lourds qui traînent aux stations essence à 1h du matin à Los Angeles dans les années 90. Donc rien que pour ça, faites-le pour vos copines, vos femmes, vos mères et ainsi de suite. Si elles ne descendent jamais en dessous de la moitié d'un réservoir d'essence, elles n'auront pas à s'arrêter le soir ou la nuit à une station essence pourrie. Ok ? Matériel, c'est technique de survie de gestion. C'est une bonne question.
Priorité au matériel EDC, BAD, etc. ou bien au savoir et techniques de survie de gestion. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle, par exemple, d'aller faire... Si tu habites, par exemple, Paris 12e et que tu es comptable et que tu vas nous faire un stage de survie tropicale. Mon gars, autant acheter un Berkey. Hein. C'est quand que tu vas être dans une situation de survie sur une île déserte abandonnée avec tes noix de coco et tes crabes. Encore une fois, la probabilité, c'était un peu ce qui était vraiment chiant avec toutes ces émissions survie machin, c'est que moi je suis jamais dans la jungle, les gars. Moi, les trucs que j'ai à survivre en ville, c'est voilà, tomber en panne d'essence à 2 heures du matin à Los Angeles. C'est me faire agresser dans la rue ou un cambriolage et ainsi de suite. C'est pas devoir survivre en buvant ma pisse dans une liane et bouffant des champignons. J'ai jamais eu à faire ça et j'aurais probablement jamais à faire ça. Donc survie, gestion de survie, ça peut être intéressant si effectivement on est amené à faire des travaux qui sont un petit peu délicats, comme par exemple si j'étais militaire et qu'on m'envoyait au Mali, effectivement j'appellerais David Manis demain matin et je dirais putain, est-ce que tu peux me faire un cours sur la survie en milieu désertique ou en jungle ou je sais pas quoi, là je prendrais des cours de gestion de survie à mort, tout ce qui concerne le médical et ainsi de suite. Maintenant, je ne suis pas dans cette situation-là. Donc, encore une fois, ça dépend de qui vous êtes, d'où vous êtes et de ce que vous faites. Mais je dirais qu'en général, dans nos sociétés, les gens ont quand même plutôt intérêt à se pencher sur leur indépendance et leur autonomie au domicile, même si c'est le matos. C'est-à-dire un filtre Berkey, déjà, c'est énorme. Okay, des petits outils pour pouvoir réparer, fabriquer des trucs, c'est énorme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quelles sont les précautions à prendre si je veux stocker de l'essence dans mon garage? De pas être bête. Voilà, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Faut juste pas être con, se sortir un petit peu les doigts, réfléchir 5 minutes et se dire tiens, est-ce que je peux avoir mon essence par exemple dans le garage est-ce que je peux toujours utiliser mon poste à soudure, tu vois? Faut se poser les bonnes questions, faut faire ça bien, mais normalement, un minimum d'intelligence et il n'y a aucun problème. Spiderco, très bien. Pour savoir fait lors de tes débuts dans la résilience pour être évité avec ton... Alors, quelles sont les erreurs que tu penses avoir fait lors de tes débuts dans la résilience pourrais-tu t'éviter avec ton expérience? Les erreurs que j'ai faites. Eh bien justement, c'était d'acheter du matériel de merde. C'était d'acheter du chinois, parce que j'ai dû acheter 2 fois. Mais en même temps, c'était un choix que j'ai fait un petit peu consciemment, c'est-à-dire, putain, est-ce que j'achète ce produit-là pour le moment en attendant? Et je fais avec et après je remplace avec un truc un peu qui tient mieux la route. Mais donc ça c'est une des erreurs. J'aurais préféré en fait mettre cet argent-là, j'en sais rien moi, dans plus de livres, dans plus de connaissances, dans plus de formations, peut-être même juste tout simplement mettre de l'argent de côté. J'ai toujours été, je pense que une des stratégies de résilience économique, c'est d'avoir des fonds d'urgence. Et d'avoir au minimum 6 mois de fonds d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire 6 mois de fonds d'urgence? Ça veut dire que vous devriez pouvoir payer votre loyer, votre bouffe et tout le bordel pendant 6 mois, si vous perdez votre boulot demain. Donc je sais pour vous c'est un petit peu différent si vous êtes en France parce que vous avez les allocs, les machins, le truc, le bordel. Bon, moi j'ai rien ici, donc si mon boulot s'arrête demain matin, je suis vraiment dans la merde. Mais donc 6 mois de fonds d'urgence, ça peut être intéressant pour d'autres trucs comme par exemple accident de la route, c'est de ma faute, il faut que je répare ma bagnole, c'est la seule bagnole que j'ai pour aller au boulot, il me faut des fonds d'urgence pour réparer cette bagnole si il y a un problème sur cette bagnole, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je dirais que il faut toujours essayer de privilégier les trucs qui ont énormément de sens et encore une fois essayer de ne pas s'abandonner à cette pulsion, à cette compulsion de devoir se préparer à quelque chose. Je pense que j'ai fait l'erreur aussi. J'aurais mieux fait de mettre mon argent sous le matelas. Voilà. Stockage sous vide, excellent. Ah non, putain. Ok. Le gasoil se garde-t-il très longtemps?
Alors, je sais pas ce que vous appelez le gasoil. C'est de l'essence, le gasoil, ou c'est du gaz? Je sais plus ce que c'est le gasoil. Euh, l'essence se garde pas hyper longtemps. L'essence normale comme ça se garde environ 6 mois, 1 an. Mais comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un article sur comment faire tourner ces trucs-là. Moi, je les fais tourner 1 fois par mois. Donc, je remplis, voilà, je descends pas en dessous d'un demi-réservoir. Une fois que je suis à demi-réservoir, je prends un de mes trucs, je remets dans le réservoir, je vais à la station essence, je fais le plein et en même temps, je fais le plein de mes bidons. Comme ça, j'ai toujours de l'essence fraîche. En gendarmerie, on dit être à la moitié d'un plein, c'est être vide. Voilà, tu vois, les gendarmes sont pas si cons que ça. Quelle technique de conservation utilises-tu le plus souvent? Alors, bien évidemment, ça dépend de quoi on va conserver ici, parce que le poisson, la viande, les navets, ça se conserve pas pareil. Je suis très congélation. J'aime beaucoup la congélation. On fait aussi de la salaison. J'ai fait de la salaison sur notre cochon. Mais pour moi, encore une fois, personnalisez vos trucs. Pour moi, dans mon climat, dans mon environnement, vu qu'il fait assez froid l'hiver et tout le bordel, la congélation, en fait, c'est super pour moi. Les chasseurs au Canada et tout le bordel, ou en Alaska, beaucoup en Alaska, mais quand il tombe un animal octobre-novembre, en fait, ils le laissent dehors. C'est congelé direct. Donc voilà, c'est encore une fois, faites-le, ça dépend un petit peu d'où vous êtes. Toi, si j'étais en jungle, par exemple, que j'ai vachement accès à des feuilles, du bois et tout le bordel, je ferais je fumerais tout, par exemple. Toi, tout on est d'accord. Je vais faire les guerriers du dimanche. Tu es plutôt double tap ou controlled pairs? Je suis pour arrêter le problème. Je suis pour ne pas être une victime. Je suis pour stopper la menace immédiatement. Je ne sais pas si ça va prendre une cartouche ou 20. Je n'en sais rien. Donc je ne suis pas double tap ou control pairs. C'est de la branlette de stand, ça. C'est du guerrier du dimanche, ça. Okay. L'eau de pluie filtrée par le Berkey doit-elle être bouillie malgré tout? Alors, déjà, ça dépend de là où t'es, ça dépend de ton eau de pluie, ça dépend si tu as un système de préfiltration sur ton toit et tout le bordel. Après, est-ce qu'elle doit obligatoirement être bouillie? Je ne pense pas, non. Enfin, je sais que non. Mais si j'étais dans une situation un petit peu délicate où effectivement, je dois faire un petit peu attention et que choper la chiasse, c'est vraiment pas le moment, autant bouillir. Donc, hop, attends, on va passer un petit peu là. Salut. Comment se passe l'amitié homme-poule? C'est pas ton business. Tes poules, tu vas les tuer sans problème si elles ne pondent plus. Alors effectivement, c'est un sujet important et la poule a une durée de vie. Donc on a une durée de vie aussi, hein, les gars. Donc la poule a une durée de vie et effectivement il faut dès le départ conscientiser que les filles vont généralement avoir un délai de pondaison qui est assez court, de 3 à 5 ans. Ça va dépendre de la poule, ça va dépendre du climat, de ce qu'elle mange et ainsi de suite. Mais donc après 3 ou 5 ans, ça ne pond plus. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec nos poules qui pondent plus? Donc on a une amie en ville qui a 50 poules parce que les gens lui amènent ses poules parce qu'il ne va pas les tuer. Moi personnellement, je vais aller jusqu'au bout de mon intention et de mon intention fermière et donc malheureusement tout aune va passer à la casserole un jour ou l'autre. Salut Joe, salut Philippe. Une poule vit 10 ans. Ça dépend. Il y a des poules qui vivent 15 ans. Alors, le Keltec Sub 2000,
Le Keltec Sub 2000, c'est un outil qui peut être qui est intéressant effectivement, mais je préfère ah oui, le foraging. Je préfère la première génération. Mais en même temps, ce que je dis toujours, c'est que pourquoi avoir une arme longue sur un calibre d'arme courte? Ça vous sert à quoi, les gars? Autant, si vous allez avoir une arme longue, autant prendre un calibre d'arme longue. Ça va faire vachement mieux le travail. Hein. Et si vous voulez un calibre d'arme courte, mettez un espèce de petit machin, de petit stock sur votre Glock et ça fera un espèce de petit truc. Donc voilà. Foraging, on prendra la semaine prochaine. J'ai plus que 10 secondes. Prenez soin, merci pour ce live, ça passe super vite. Prenez soin de vous, soyez toujours plus indépendants, résilients et autonomes. Stay safe.